Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre notre dossier d'actualité qui concerne aujourd'hui une problématique de santé publique absolument majeure, c'est l'obésité. Près d'un Français sur deux est concerné par une situation de surpoids pouvant aller justement jusqu'à l'obésité. Un constat alarmant qui pose de très lourds enjeux en matière de santé publique. 14% de la population francilienne est concernée par l'obésité. C'est la région la moins touchée de France, mais ça reste des chiffres qui sont absolument énormes. Alors quelles conclusions, quelles solutions aussi? Nos invités sont là pour nous aider à y répondre. En culture aujourd'hui, Falstaff revient à l'Opéra Bastille pour une rentrée enjouée. Vous allez voir, c'est une production magnifique et on est très heureux de recevoir la mezzo-soprano. Le mardi, on parle éco et immobilier. Cette semaine, on va se pencher sur les grandes tendances du marché de l'immobilier, notamment en Ile-de-France, et on fait le point avec Olivier Marin. L'obésité et le surpoids qui augmentent en France dans des proportions inquiétantes. Mardi dernier, Santé publique France a sorti une étude assez imposante, agrégeant plus de 20 ans de chiffres et de données statistiques. Thomas Hennequin, vous êtes journaliste au Figaro TV, chroniqueur dans l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude? Déjà, Victoire, un Français sur deux, un Français sur deux est en surpoids, étant considéré en tout cas en situation de surpoids. Et je trouve que l'étude est intéressante pour deux raisons. Alors déjà, il y a 125 000 personnes qui ont répondu à l'enquête et c'est vrai que c'est un panel quand même très large et c'est rare d'avoir autant de personnes capables de répondre. Et surtout, c'est un travail sur 20 ans qui a commencé en 1996 jusqu'à 2017. Et 20 ans, ça permet vraiment d'avoir une vraie évolution dans le temps et savoir si ça a augmenté, diminué, en tout cas voir les courbes d'évolution. Et ce qu'on conclut, c'est que les hommes sont les plus touchés par le surpoids, près de 50% d'entre eux. Mais quand on se plonge dans les résultats, on se rend compte qu'à partir de 2008, il y a un vrai plafond de verre et que les chiffres stagnent. Et alors, ça c'est en tout cas du côté des hommes. Et du côté des femmes, alors qu'est-ce que ça donne? Alors les femmes, Victoire, elles sont moins touchées, on parle de 39% d'entre elles, mais par rapport aux hommes, la courbe vraiment augmente avec le temps de façon très régulière. Donc on n'a pas encore atteint ce fameux plafond de verre dont on parle pour les hommes. Pour les femmes. Et en 1996, elles étaient moins de 25%. Donc on voit vraiment l'évolution, 25%, 39% en 20 ans. C'est une vraie évolution. Et ça augmente dans des proportions importantes, vous avez raison. L'obésité, elle aussi, elle augmente très fortement, c'est inquiétant. Elle a même doublé en fait, Victoire. Elle est passée de 7% à 14% en 20 ans. C'est une vraie augmentation. Et ça pour les deux sexes, hommes ou femmes, le chiffre est le même. Et pour expliquer, pour expliquer en tout cas ces chiffres, on peut avoir différents facteurs. On peut parler de la sédentarité, on peut parler du pouvoir d'achat, de l'éducation et aussi de la situation géographique. Par exemple, si on s'intéresse à l'Île-de-France, c'est, disons, la meilleure élève au niveau national. La meilleure des moins pires. La meilleure des moins pires, exactement. C'est compliqué. Parce qu'il y a seulement, entre guillemets, 14% des personnes en situation d'obésité. Et pour comparer, les Hauts-de-France, eux, ont 22%. C'est la moins bonne région de France. Malgré tout, ces chiffres, ils restent très conséquents pour toute la France. Et on sait à quel point c'est un enjeu majeur, l'obésité en France. Vous avez raison. L'étude, on note, Thomas, qu'elle s'est finie en 2017. Ça veut dire que c'était avant le Covid. On imagine que les enseignements à tirer sont encore différents, finalement, si on le met à jour. Oui, alors on n'a pas de vraies études qui sont tombées depuis très officielles, mais on se doute avec le Covid qui est apparu juste après la période de 2017. Où on a quand même été enfermés chez nous. On a été enfermés, très sédentaires, plus d'activité physique. Donc on peut craindre en tout cas des mauvais résultats et des mauvaises données. Oui, Covid, sédentarité, isolation sociale, c'est vrai, c'est des facteurs qui rentrent en jeu. Donc malnutrition, manque d'effort physique, et on sait à quel point ça a un impact sur l'obésité et le poids des gens. Merci beaucoup Thomas de nous avoir résumé cette étude qui est très complète, et on le précise, elle demandait beaucoup de travail à être décortiquée. Justement, nos invités sont là pour nous aider à mieux la comprendre. Christian Rekia, vous êtes docteur en médecine et responsable du département prévention à l'Institut du cœur de la Pitié-Salpêtrière. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné en plateau d'Emmanuelle Ribou, chef de cuisine et fondatrice de Ressources. C'est une cantine bio, solidaire et durable très engagée. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Bien sûr, en visio avec nous, Jean-Michel Aupert. Vous êtes chef du service nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une question, que vous inspire à tous ces chiffres? Sont-ils surprenants au regard de nos modes de vie? Alors, compte tenu de notre expérience à tous les trois, on peut
depuis une quarantaine d'années, on peut constater une aggravation de la déstructuration alimentaire, une aggravation de l'involution de l'activité physique dans les foyers familiaux, une aggravation de l'implication du sport, d'ailleurs à l'école, qui est hautement responsable de cette situation. Et puis évidemment, cette déstructuration alimentaire s'accompagne par une hyperconsommation de sucre, par une absence de consommation de fruits et légumes, malgré la magnifique campagne de 2003. 5 fruits et légumes par jour ? 5 fruits et légumes par jour. Cette campagne, malheureusement, a été ratée pour 2 raisons, sur 2 piliers majeurs. La première, c'est que l'agriculture française en production légumière et de fruits s'est effondrée, n'existe plus. Et la seconde, c'est qu'il n'y a plus d'implication des foyers familiaux, il n'y a plus d'implication du réseau scolaire, et même à l'Union nationale du sport scolaire, dans lequel je suis responsable d'un département innovation, où il y a quand même 1 200 000 élèves. Quand nous interrogeons les élèves, nous constatons que sur les stades, lors des compétitions, ce sont les futurs médaillés olympiques quand même, et bien concrètement, ils mangent finalement des sandwichs, ils mangent des chips, ils mangent des frites, alors que c'est l'éducation nationale qui rémunère le déjeuner avant la compétition. C'est vous donner le niveau de dégradation spirituelle et du paradigme actuel. Donc la conclusion, c'est qu'on mange mal et qu'on ne bouge pas assez. Nous sommes sur une épidémie. Nous sommes sur une épidémie qui est foudroyante dans le Nord, qui est contenue dans le Sud et en Île-de-France, mais à peine contenue. Et entre 2017 et 2024, alors que j'en suis quasiment à la 1000e intervention en 40 ans dans les bassins de vie, je vous prédis une très 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 forte aggravation liée à différents facteurs, à la fois d'appauvrissement et à la fois de post-Covid. On y reviendra bien sûr. 1 personne sur 2 concernée par un problème de surpoids. Là, on n'est plus dans l'exception, ça devient la norme, ça devient la règle. Finalement, autour de nous, 1 personne sur 2 est plus ou moins concernée. Ça paraît incroyable. Est-ce qu'on doit tout ça à la nutrition? Est-ce que c'est la base de tout? Est-ce que tout commence là? En tout cas, nous, c'est ce qu'on, à Ressources, on travaille depuis une dizaine d'années sur ces questions. On met notre métier de chef de cuisine au service de cette question de comment on fait pour se nourrir sainement, comment ça se fait que les enfants sont atteints dans leur santé. On pousse la question aussi sur la durabilité, comment est-ce qu'on peut nourrir toute la planète de façon saine pour être en santé. Donc on a aussi la dimension écologique qui s'insère immédiatement. Nous, en fait, on a épluché le GEM-RCN, le document qui permet de structurer les menus des cantines. On l'a épluché dans tous les sens et en fait, on fait mieux que ce document parce que, par exemple, il propose de mettre céréales, féculents et protéines ou légumes et protéines. Mais c'est une erreur. Nous, on met féculents et légumes. Et donc, ce qu'il faut imaginer... des légumes absolument dans tous les repas. Il y a des légumes cuisinés et des légumes en entrée. Des crudités. Des crudités cuits ou crus. Et en fait, l'absorption de fibres se fait par les légumineuses, se fait par les fruits, les légumes. Et il faut une quantité importante de ces... pour être en bonne santé et pour éviter les problématiques de surpoids. On va faire réagir aussi Jean-Michel Aupert. De concert avec le professeur qui va réagir. Nous sommes ce que nous mangeons à la molécule près. Et notamment sur les légumineuses, prenons les légumes secs. Nous étions à 20 kg de consommation de légumes secs non cuits en 1920. Un siècle plus tard, nous en sommes à 700 grammes. C'est un désastre. Nous sommes ce que nous mangeons à la molécule près. Il faut que cet adage est culturel. Il faut que ça se passe avant l'âge de 3 ans. Et chaque jour doit être un élément de construction d'un individu. Je termine ceci en disant que quand un adolescent va à l'école, quand il fait ses devoirs, quand il est 8 heures à l'école, il doit grandir, il doit assumer du sport s'il en fait, il doit assumer sa formation intellectuelle et concrètement, il n'a même pas les protéines qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Et je termine là-dessus en disant que dans les écoles, quand j'analyse aujourd'hui la restauration scolaire, quand un enfant mesure 1,75 m ou 1,80 m à 16 ans, avec toute l'énergie qu'il faut à 16 ans pour pouvoir assumer sa croissance, il n'y a même pas les protéines animales qu'il faut et l'équilibre en protéines animales et végétales, comme vous le disiez, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est l'apport finalement qui est inadapté à nos vies. Et on sait que le matin ils n'ont pas le petit déjeuner et on sait que le soir à la maison, très souvent malheureusement, c'est ce qui explique les obésités, c'est concrètement ils mangent plus de sucre que de protéines et de compléments alimentaires équilibrants. Ils n'ont pas ce qu'il faut dans le corps pour passer une journée Ils sont en déstructuration alimentaire et en manque alimentaire. Jean-Michel Aupert, je suis sûre que vous avez entendu ce qu'on s'est dit en plateau, que vous avez une réaction à apporter. Nous, ce qu'on a du mal à comprendre, et on s'est posé la question en réfléchissant à cette émission, c'est pourquoi, alors si on parle de nutrition, il y a une telle différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que les hommes mangent plus mal que les femmes ou est-ce que c'est une manière plus structurelle peut-être de concevoir la manière de s'alimenter ?
Alors effectivement, là on a beaucoup parlé du surpoids, mais on peut aussi se poser la question vraiment de l'obésité. Donc quand on a un indice masse corporelle supérieur à 30, et là comme vous l'avez dit, cette étude est importante parce que elle montre que on est à peu près entre 14-17%. Voilà, c'est à peu près ça la proportion. Donc, parmi tous les gens qui ont un excès de poids, il y a ceux qui ont un excès de poids certain, c'est l'obésité, et ça concerne autour de 15% des Français. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, ça a doublé au cours des 20 ou 25 dernières années. Donc ça, c'est un phénomène absolument majeur. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a certaines régions qui sont plus touchées. On a parlé du Nord et de l'Est. Donc ça, ce sont des choses qu'on essaye de comprendre, ne sont pas si faciles à expliquer. Après, il faut quand même resituer aussi cette prévalence, cette fréquence de l'obésité en France, parmi les pays européens ou sur le contexte international. Et il faut quand même savoir qu'on est aussi parmi les pays où la prévalence est quand même relativement faible. Donc aux Pays-Bas, par exemple, la prévalence est un peu plus faible. Vous nous dites. Ou en Italie, alors que d'autres pays développés, industrialisés, comme au Royaume-Uni, c'est 25%. Et puis bien sûr, aux États-Unis, c'est plus de 40%. Là, on parle de l'obésité. Donc voilà, il y a des grosses différences. Il faut savoir quand même qu'on est dans une tranche de pays où la fréquence de l'obésité reste modérément élevée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a doublé. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et si je peux faire un autre commentaire, effectivement, c'est pas seulement l'alimentation, c'est quand même un ensemble de facteurs qui vont expliquer la prise de poids et le développement de l'obésité. Bien sûr, des facteurs comportementaux, mais comme on l'a dit, des facteurs environnementaux. Donc l'offre alimentaire, le dessin des villes jouent absolument de façon certaine sur les maladies chroniques et l'obésité. Des facteurs psychologiques, des facteurs culturels, et puis parfois des facteurs génétiques. Donc il y a vraiment une intrication de différents facteurs qui vont agir plus ou moins en fonction des individus et des populations. Bien de parler de facteurs génétiques, puisque là, en effet, on parlait de situations de surconsommation, pardonnez-moi le terme, de malbouffe aussi, qui est forcément un sujet qu'on traite quand on parle d'obésité. On note que cette étude, elle a été menée sur des adultes, étant donné qu'elle est déclarative de 18 ans et plus. Et ce qu'on observe finalement, c'est qu'il faudrait agir dès l'enfance. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. C'est là que les habitudes alimentaires se forment. C'est là où on se construit aussi. Et oui, tout commence avant l'âge de 3 ans, tout commence, je dirais même aux 1000 jours. Et c'est important d'intégrer que la mère de famille et le foyer familial vont donner une culture à l'enfant. Pas le père. Mais je dis le foyer familial va donner une culture, en tout cas celui qui aime cuisiner dans la maison, va donner, dans le foyer familial, va donner à l'enfant ou aux enfants la capacité à aimer se nourrir. Mais se nourrir, ce n'est pas manger que du sucre pour faire sécréter une quantité colossale d'insuline et provoquer maladie vasculaire, diabète, voire cancer. Et le vrai problème aujourd'hui, et le professeur l'indiquait tout à l'heure, c'est qu'au fond, bien sûr, cette enquête est réalisée sur des adultes. Bien sûr, mais dans les actions que nous menons depuis fort longtemps dans le service de professeur Ganschbach et Pavie et Cabrol il y a quelques années, eh bien, nous constations que dans les écoles, il y avait finalement une involution, une diminution considérable de la capacité sportive des enfants. Il y avait, pour certains... Parce qu'on mange mal ? Parce que ces enfants sont déjà dans la sédentarité. L'arrivée des écrans est une véritable catastrophe. Ah oui, les écrans, ça joue aussi dans des proportions très importantes. Il y a 40 ans, un enfant de CM2 savait faire un 10 km tranquillement au niveau sportif. La 6e et la 5e était une obligation de faire 10 km. Aujourd'hui, quand on leur demande de faire 2 km sans arrêt, c'est très compliqué. Concernant. Donc on a une sédentarité très importante qui arrive, un excès de consommation de sucre, une augmentation du stress qui est considérable chez l'enfant. Les enseignants n'arrivent pas à calmer les enfants, à les maîtriser. Et on connaît les problématiques de l'école. Même si les parents ont chez eux une culture apportée aux enfants, les enfants arrivés en restauration scolaire lors du déjeuner voient finalement détruire la culture. Donc ce que fait madame est très important parce qu'elle donne de la culture. Parfois les parents ne sont pas capables de la donner. Là c'est un signe qui permet à l'enfant de dire la vérité alimentaire. C'est ça. C'est un bon signal. En tout cas vous avez bien compris notre travail parce qu'on le considère comme une culture.
la culture alimentaire. Exactement. Et comme en France, on est quand même connu et réputé pour avoir le sens de l'art de vivre. Oui, de la gastronomie et de l'art de vivre. Voilà, moi en tant que chef de cuisine et toute mon équipe, on considère l'art de nourrir les petits. Et ça, c'est compatible avec la cantine, avec la restauration à grande échelle. On considère que c'est une nouvelle culture alimentaire que la France doit porter. Puisqu'on est si fort en art de vivre, eh bien, le repas quotidien, on devrait adresser ce repas quotidien au niveau d'une culture gastronomique. Faisons simple, qu'est-ce que ça donne dans l'assiette d'un enfant? Nous, c'est simple, il y a des règles très très simples. C'est 100% produits bruts. D'accord, donc non transformés. Non transformés. C'est 100% bio, c'est 100% de saison. Donc, avec ces 3 thèmes, et en plus on est en pêche durable, je suis au comité stratégique d'éthique océan, donc c'est encore mieux. On est en plus en pêche durable. Ça, donc si on a ces 3 éléments phares, derrière on construit des recettes qui ont forcément du sens. Avec ces règles-là, nous on a une architecture de menu où on fait passer tous les fruits et les légumes de saison. Et c'est vrai que quand on est au milieu de l'hiver, eh bien les enfants, ils n'en peuvent plus du orange, la courge, des poireaux, ça c'est sûr. Eh bien, nous, on leur fait vivre le fait qu'ils vont être récompensés. Bientôt, on va trouver les abricots, mais il faut savoir les attendre. On n'a pas tout de suite. D'accord, c'est cette logique de saisonnalité. Oui, alors dans la saisonnalité, nous, on a des produits qui ont du goût. On a des produits où on a la totalité du nutriment, enfin des nutriments des produits que l'on sert. Oui, donc parce qu'il y a la notion de plaisir qui est extrêmement importante. Il ne faut pas se forcer, il faut qu'on prenne plaisir à manger des bonnes choses. On apprend aux enfants à aimer. Alors c'est une cuisine c'est vraiment cuisiner. C'est-à-dire que comme on est une vraie équipe de cuisine, on a quand même notre talent de saucier. Les soupes sont très bonnes. On sait vraiment cuisiner les légumes. On se contente pas de mettre une portion de légumes en se disant elle est mise sur le GMRCN, c'est bon, on s'en occupe pas. Nous on sait que les enfants réclament des légumes chez nous. Il n'y en a jamais. Ce qui est très rare, les enfants qui réclament des légumes aujourd'hui. Et puis cet objectif de menu pour nous, il y a un dessert, mais qui est soit un produit laitier, soit un fruit à croquer. Et il y a un dessert gourmand par semaine, et ça ne sera certainement pas une pâtisserie, ça sera éventuellement une purée de pommes ou une crème dessert faite maison. Est-ce que c'est duplicable? Parce que ce que vous nous dites, ça a l'air d'être la cantine d'un monde parfait, la cantine du rêve. C'est absolument faisable. Mais ça coûte plus cher? Alors, pas forcément. Si on veut adresser cette question du prix, il faut regarder la totalité du prix de la restauration collective. Et en fait, on est entre 12 et 15 euros quand on paye les bâtiments. Le personnel. Le personnel, etc. Et dans ces 12 et 15 euros, il y a tout à fait les moyens de faire la cuisine. D'accord, donc il faudrait changer de logique, mais c'est quelque chose qui est changer de logiciel, en tout cas, afin de comprendre que lorsqu'on a appliqué cela, il faut que l'enfant, en plus, ait des parents qui comprennent ce que nous venons de dire, pour qu'on continue qui ça à la demandent maison. aux enfants de faire du sport, d'enlever les tablettes, de se préserver des pathologies génétiques qui sont possibles, comme disait le professeur. Et qui existent, bien sûr. De, s'il vous plaît, même à la maison, arrêtez le sucre entre les repas, arrêtez le sucre autant que faire se peut, et comprenez quels sont les produits qui provoquent, sans le savoir, de la sécrétion d'insuline, comme des frites, comme les chips, comme, si vous voulez, des produits rapides. Et concrètement, ensuite, de cette complexité-là, il faut que l'enfant, en s'intégrant dans tout cela, comprendra que faire du sport, c'est très agréable. Il faut comprendre un chiffre simple. Les enfants qui sont à l'Union nationale du sport scolaire font 7 heures de sport par semaine. C'est beaucoup. Voilà. Certains sont surpris, c'est beaucoup. Eh bien oui, ces enfants qui font 7 heures de sport par semaine ont 3 points de moyenne générale en plus à l'école, d'une façon univoque, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont dans leur énergie, parce qu'ils sont en forme. Et ce que je viens de vous dire là, c'est dans toutes les matières. Et je suis demain avec le recteur de Paris, je suis demain pour la journée nationale du scolaire, et je serai un des ambassadeurs. Et bien là, quand on a expliqué ça à des parents, quand on a la chance d'avoir un modérateur comme madame, voilà, parce que les parents sont parfois démunis, je pense qu'il faut autant former les parents que les enfants. Il faut autant former, les chefs d'établissement, qui ne comprennent pas ce que vous faites. Oui, parce que moi, je suis dans des écoles. Un mot, Emmanuel Ribou, et ensuite on fera réagir Jean-Michel Aupert qui s'est libéré pour nous, qui est en visio. On s'en est tellement rendu compte qu'en fait, proposer ce repas suffit pas, mais pas du tout. Donc en fait, on a un département à ressources qui s'occupe de communication et de pédagogie, et on a conçu un corpus pédagogique qui englobe de façon holistique ce repas, mais qui sort de la posture de sachant, parce que
pas. Oui, c'est pas cette verticalité permanente. On fait vivre aux enfants une compréhension du repas collectif avec des activités de faire ensemble et non pas de recettes de cuisine. Et comme on parlait de la dimension ça marche très bien. Et c'est de ce fait-là, ça rend notre métier encore plus passionnant. Oui, parce qu'il a une dimension plus holistique et on prend tout en compte. Voilà. J'ai un chiffre qui est très intéressant, celui de la malbouffe qui coûte plus de 12 milliards par an en dépenses de santé en France, qui rejoint ce chiffre des goûters de nos enfants. 90% sont plus ou moins de la malbouffe, je reprends ce terme qui n'est pas très joli. On a parlé de la nutrition. Pourquoi y a-t-il une si grande différence en Île-de-France? Jean-Michel Aupert, on fait figure de bons élèves, pourtant on n'a pas l'impression de très bien s'alimenter. En tant que francilien, en tant que parisien, on mange sur le pouce, comme on dit le midi. On n'a pas forcément accès à des produits de la ferme, comme ça peut être le cas dans d'autres régions plus rurales. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on a malgré tout de bons résultats? C'est pas la nutrition ? Je pense que tout n'est pas la nutrition. Donc, bien sûr, il y a des aspects alimentaires absolument majeurs qui ont été évoqués, mais effectivement, c'est un ensemble de choses. Et je pense que c'est vraiment important de pas tout faire, de pas faire supporter le poids, si je puis dire, de tous ces problèmes juste à l'individu ou au consommateur. Donc, il suffit pas d'informer, il faut effectivement proposer, il faut éduquer, et c'est une interaction entre l'individu et son environnement. Et donc, c'est l'environnement alimentaire qui doit proposer, c'est l'accès à une alimentation favorable à la santé qui doit être facilité. Et peut-être que ça, c'est vraiment très, très lié au statut socio-économique. Et on sait que quand même l'Île-de-France a un statut globalement socio-économique plus élevé que beaucoup d'autres régions. Et donc, il y a vraiment une clé entre le statut socio-économique et l'obésité. Cette relation est très, très bien démontrée. Et donc là, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'informer, d'éduquer et de tout faire reposer sur des choix individuels. C'est l'environnement qui doit faciliter ces choix et c'est beaucoup l'environnement qui doit changer. Donc l'industrie alimentaire en particulier doit reformuler certainement un certain nombre de produits, proposer des nouveaux produits qui sont favorables à la santé. Et donc l'information, c'est fondamental, mais c'est pas seulement l'information qui peut nous aider. Vous avez parlé de ces facteurs socio-économiques qui entrent en ligne de mire si on est bête et méchant. Les personnes en situation de précarité financière vont être plus exposées à du surpoids, en tout cas, parfois de l'obésité. Justement, j'aimerais qu'on écoute Boris Hansel, le nutritionniste. Il était sur France Info le 17 septembre. Il s'est exprimé sur le sujet. Je vous fais réagir. Il y a clairement une malbouffe prédominante chez les personnes de niveau socio-professionnel plus faible. Vous le voyez, vous, dans vos Absolument, dans vos consultations. On sait de toute façon que l'obésité, c'est 2 fois plus fréquent chez les personnes de niveau socio-professionnel bas par rapport aux catégories plus hautes. C'est la même chose pour le diabète. Et sur le plan de l'alimentation, on sait que l'alimentation est un puissant marqueur du niveau socio-professionnel. On mange moins bien quand on est en bas de l'échelle sociale que quand on est en haut. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Des statistiques réalisées durant ces 40 dernières années, notre équipe peut dire la chose suivante. D'abord, le médecin généraliste doit être la clé de voûte du système de santé. Car c'est lui, il connaissait la famille, il connaît l'implication de la famille dans des addictions potentielles, il faisait un réseau humble et on était à vue en puissance physique. Ça, c'est très important. L'hôpital n'est pas le premier rempart de la santé. Le premier rempart de la santé, c'est le médecin généraliste. Acte 1. Acte 2. Il faut quand même comprendre que dans les réseaux où je suis passé, dans ces villages, dans ces villes, dans ces écoles ou dans ces municipalités, quand il y a de l'alcoolisme, il y a de l'hyper-obésité. Enfin, il faut quand même... Oui, il y a des facteurs aggravants et suraggravants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a l'alimentation pseudo-équilibrée que nous apportent des grands groupes qui nourrissent des enfants à 1 million de repas par jour. Je ne les citerai pas, mais j'en pense pas moins. J'ai 40 ans d'expérience par rapport à eux. Et concrètement, il y a votre action qui est salvatrice. Et puis, il y a effectivement, même si on mangeait, on donnait à ces personnes... Je prends l'exemple très pratico-pratique de Cerizay, une ville...
portugaise qui a été rasée par les Américains, reconstruite par les Portugais. Les Portugais sont restés après la guerre et il y avait en 96, ma foi, un équilibre remarquable dans cette ville parce que la culture portugaise était restée. C'était absolument remarquable. Mais quand ces Portugais quittaient le territoire de Cerisay, ils quittaient leur clan, si j'ose dire, et quand il y avait de l'alcoolisme chez eux, c'était la catastrophe. Et quand je suis dans le Nord aujourd'hui... C'est de nouveau des habitudes alimentaires, des modes de consommation. Avec beaucoup d'humilité, dans le Nord aujourd'hui, c'est 10, 15 bières, l'événement de Lille ce week-end... La grande braderie. Ben voilà, il suffit de boire le nombre d'hectolitres de bière bu par citoyen, c'est catastrophique. Ça vous fait une obésité majeure. Mais si chaque citoyen de ce pays pouvait comprendre qu'en buvant moins d'alcool, on peut diminuer très notablement sa prise de poids et son encrassement vasculaire, et ses maladies vasculaires, et son hypertension, et l'accident vasculaire cérébral, et le cancer. C'est tout ça qui Jean-Michel Aupert, pour vous, on doit faire quoi? Quelle est la solution qu'on doit trouver? Quelles sont les solutions qu'on doit apporter aux personnes qui sont démunies, qui sont dans des situations de précarité, notamment alimentaire? Donc il n'y a pas une solution, il y a un ensemble de choses. Je pense que ce qui est important, c'est de différencier les actions de prévention qui concernent tout le monde et qui impliquent fortement bien l'industrie, le dessin des villes, le stress lié à la vie économique et au travail, et puis la prise en charge. Et donc effectivement, la prise en charge, c'est de s'occuper des gens qui ont déjà un problème de poids, que ce soit des enfants ou des adultes. Bien sûr, là, il y a une gradation des soins, c'est très important de comprendre ça. Bien sûr, le médecin généraliste, le médecin traitant est en première ligne, c'est lui qui doit détecter une situation qui est en train de s'aggraver. Ensuite, il y a le médecin spécialiste, donc qui connaît la nutrition, qui peut être diabétologue ou qui peut être d'une autre spécialité. Et ce médecin va prendre en charge les personnes qui sont déjà en excès de poids et qui ont des complications. Et puis, il faut des centres experts pour les cas les plus graves. Et on a la chance, depuis une dizaine d'années en France, d'avoir un réseau de centres spécialisés obésité qui sont là pour s'occuper de façon multidisciplinaire des médecins, des chirurgiens, des diététiciens, des psychologues, des cas les plus graves. Et cette notion de gradation des soins, elle est extrêmement importante, mais il faut bien différencier ce qu'est la prévention, des mesures générales qui vont nous concerner tous sur l'alimentation, l'activité physique, mais aussi le travail, le sommeil, bien sûr, et les addictions, et puis la prise en charge. Emmanuel Riboud, le mot de la fin pour vous, si vous deviez donner un conseil à ces familles qui ont des enfants, qui ne savent pas s'ils font ce qu'il faut en matière d'alimentation et nutrition de leurs enfants. C'est très difficile là, de terminer là-dessus. Est-ce que je me permettrais plutôt de répondre de donner ma contribution à cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire d'une façon plus générale. On regarde, en France, on a cette culture de la restauration collective. C'est vraiment une particularité française qui existe depuis une centaine d'années. Et elle a été conçue comme un axe majeur de santé publique. En fait, eh bien, je pense que la restauration collective, oui, la restauration collective, qui offre un repas journalier quotidien, doit s'emparer pleinement de ce sujet de santé publique. Et il est vraiment, il rentre dans toutes les familles, dans tous les foyers. Tout le monde va à la cantine. Les cantines d'entreprise, il y en a partout. Donc, je pense que la restauration collective... On doit commencer par là. Et on se rend compte à quel point c'est un sujet riche. On pourrait en parler des heures. Malheureusement, on arrive au bout de ce dossier. Merci beaucoup à tous les trois de vous être rendus disponibles pour parler de ces chiffres très alarmants sur le surpoids et l'obésité. On passe tout de suite à la culture. Pepe Verdi s'est démarqué par l'écriture de 27 opéras, 27 succès unanimement reconnus comme tels. Après avoir montré son talent pour les drames, le compositeur a souhaité s'amuser et s'est lancé le défi d'une farce. C'est Falstaff. L'Opéra Bastille propose cette comédie lyrique en 3 actes du 10 au 30 septembre, une production de Dominique Pitoisé. On a le bonheur de recevoir Marie-Nicole Lemieux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Mrs. Quickly, on y reviendra bien sûr. Mezzo-soprano canadienne, vous êtes chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, chevalier de l'Ordre national du Québec, compagne des Arts et des Lettres du Québec, membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de la Pléiade. Je suis épuisée, il faut un souffle. Oui, voilà, exactement. Et ça vous va bien. Merci. Quel parcours. J'aimerais qu'on parle un peu de vous avant de parler de ce tonitruant Falstaff, puisque je trouve que c'est le mot qui va très bien à cet opéra. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a une voix aussi extraordinaire que la vôtre? À quel moment est-ce qu'on s'empare de ça?
c'est une grande question. Mais disons que le chant a toujours été une partie de ma vie, de ma famille, dès le plus jeune âge. Et l'opéra, la musique classique est venue par hasard. Mon père avait apporté un disque classique. Et j'ai eu un coup de cœur à 10 ans. Et donc, on peut savoir sur quel opéra? C'était même pas de l'opéra, c'était L'Enfance du Christ de Berlioz. D'accord. Donc, compositeur français, j'étais destinée à aimer la France. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai entendu la Traviata de Verdi. Et donc, j'ai été attirée par cette manière de chanter, de produire des sons avec tout son corps. Et donc, j'ai plongé, j'ai essayé quand j'avais 19 ans. Je me suis dit, bon, ben, j'essaie, je fais mes auditions au conservatoire sans rien connaître. C'est génial. Je chantais par instinct et j'arrive et je me rappelle, la professeure me fait faire quelques exercices, elle me regarde, elle me dit oh, « c'est musical ». Et là, je me disais... Bon, bah tant mieux. Non, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais vraiment néophyte, mais bon, j'avais... oh, c'est drôle! Donc, je pense que j'étais prédestinée, mais je suis contente de la vie que je fais. Je suis ah oui, parce que vous avez débuté votre carrière dans de grands rôles baroques avant d'aborder le répertoire français du 19e, Rossini, Wagner et... Verdi. Je précise d'ailleurs que vous étiez déjà Mrs. Quickly dans une production lyrique à l'Opéra de Paris en 2013. Exactement. Est-ce que vous avez eu l'impression de retrouver une vieille amie? Toujours. Vous savez, là, demain, ce sera la 94e Quickly de ma carrière. C'est pas vrai? Donc oui, c'est vraiment, quand je la refais, en fait, quand je la refais avec orchestre, sur scène avec du public, c'est de retrouver une vieille compagne qui m'a emmené ce rôle-là. Ça vous fait tout drôle? C'est pas mal, c'est pas bon, c'est pétillant, c'est bien. Et c'est ça, cet opéra-là. Mais disons que... Ça vous va bien, du coup? Ce rôle-là m'a emmené à Covent Garden, à Bastille, à la Scala, au Metropolitan de New York. Il vous a fait voyager? Oui, il m'a ouvert les portes de toutes les grandes maisons d'opéra, donc je lui en serai toujours reconnaissant. Et vous avez retrouvé Ambrogio Maestro? Oui, et on a fait au moins 70 ensemble. Donc il y a une connivence. Ça se voit sur scène. Oui, on adore ça, on s'aime beaucoup. C'est une voix, lui. Alors lui, c'est le Falstaff. La voix est immense, elle est généreuse. Ah là, il y a de la générosité. Oui, il y a un côté aussi très enfantin qui lui va bien et qui sert le personnage. Parce que alors Falstaff, en d'autres termes, celui qui a du ventre, c'est vrai, c'est un personnage de fiction qui n'a pas été inventé par Verdi, mais par Shakespeare, notamment dans les Joyeuses commères de Windsor. Verdi se fait plaisir en utilisant ce personnage bouffon pour nous proposer à 80 ans, 80 ballets, un opéra comique, mais parce qu'il repose sur une intrigue, des complots, des quiproquos, des situations cocasses. En fait, on est là pour s'amuser. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Verdi, le maître des grands airs, eh bien, dans cet opéra-là, il n'y en a quasiment pas d'air. En fait, c'est du théâtre musical. C'est ça qui vous plaît? Oui, c'est ça, parce qu'il faut absolument être comédien. Il faut jouer. Il faut jouer, il faut être précis musicalement, et c'est vraiment, il faut être complet. Donc, ça demande beaucoup de concentration et de plaisir. Et là, dans cette production-là, je dois dire, surtout avec les femmes, on a une connivence, un plaisir. Oui, parce que vous magouillez, on va y revenir, mais il y a des vraies magouilles. Oui, mais c'est une leçon que Verdi nous fait, parce que voilà, il aurait pu terminer avec des grands drames. Et non, il termine avec, si on ne vaut pas une farce, on vaut pas grand-chose. Donc, c'est une leçon de vie, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une sorte de morale à la fin, on y reviendra. Exactement. Dans l'acte 1, le docteur Caius accuse Falstaff de l'avoir volé, le glouton est ruiné, sa solution, elle est simple, séduire deux riches bourgeoises de Windsor. Exactement. Il fait donc envoyer deux courriers, deux mêmes lettres. La même lettre. Il change seulement le prénom. Oui, c'est malin. Les deux prénoms, c'est Meg et Alice. Ouais. Bon, elle découvre très vite le poteau rose. Et là, l'idée, c'est faut se venger. Exactement, on va lui faire payer. Et je pense que c'est encore plus loin, parce qu'au début, dans le deuxième acte, on le fait payer, on le met dans un panier, on le jette dans la tamise. Mais là, c'est pas terminé. Parce que à ce moment-là, Falstaff devient un peu... C'est lui qui représente tous les excès qu'on ne se permet pas. Il mange, il boit, il est plein de culture et il s'assume. Il est rond. Il adore ça. Il dit, si j'étais pas comme ça, je serais rien. Il s'adore. Et donc, les gens le jalousent pour ça, parce qu'il s'assume, mais complètement. Il a une confiance en lui qui est déroutante. Exactement. Et donc, il devient une espèce il devient le bouc émissaire de tout ce qu'on ne se permet pas. Dans la deuxième partie, au troisième acte, c'est toute la communauté de Windsor qui décide de lui faire un coup et de continuer à le punir. Et là, ça devient un petit peu
triste parce que ça oui, cet acte 3, il est très intéressant. Exactement. Et c'est parce que là, en fait, c'est ça, c'est comme si on le punit de tout ce que nous, on ne se permet pas d'être. Parce que lui le fait. Et il le voit bien à la fin. À un moment donné, il dit « Oh, ça suffit ». Là, ça commence à bien faire, c'est trop. Voilà. Alors que c'est un bon bougre. Bah, moi, je trouve que c'est un bon bougre. Alors, en fait, c'est parce qu'on s'attache, finalement. Oui, un peu bêta. De croire que... Mais en même temps, c'est ça. C'est sa grande... C'est de croire qu'il se croit trop bon. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'affection. On voit, ça se voit. Alors, dans le deuxième acte, vous jouez la messagère. Vous annoncez à Falstaff qu'Alice compte profiter de l'absence de son mari pour le recevoir chez elle. Ça donne ça en extrait. On regarde. Et on écoute surtout. Grazia vuole, vorrei segretamente dirle quattro parole. Ancora d'udienza, escite! Je regarde, on va dire tout, je vais t'avoir. Alors, qu'est-ce que vous me disiez pendant qu'on regardait? C'est la première fois que je m'entends dans ce rôle depuis au moins 10 ans. C'est vrai, vous regardez pas, vous non, c'est difficile en même temps. Oui, c'est très difficile parce que voilà, ça prend beaucoup d'abnégation. Mais je suis contente, je suis avec le chef, donc ça. Vous formez ce duo extrêmement complice. Et quand vous parlez de théâtre, c'est vrai que ça prend tout son sens, notamment dans cet extrait, on vous voit évoluer, marcher, le regarder derrière et le regarder dire. Toi, je vais t'avoir. Et puis après, oui, vous êtes incroyable, Monsieur Falstaff. Oh, oui, donc c'est un plaisir en fait. Quickly, c'est la veuve, donc celle qui a tout vu. Comment vous voyez ce personnage? Alors, comment vous l'analysez? Contrairement à Alice, qui est encore son mari, donc Alice, c'est un peu la femme du maire, donc elle a une réputation à maintenir. Tenir, oui, tout à fait. Meg est mariée à un mari très vieux, qui a beaucoup d'argent, mais elle est malheureuse en mariage. Moi, je suis veuve, j'ai mon commerce, j'ai tout vécu. La belle vie. Voilà, je sais naviguer entre les mondes. Et ça, c'est important, entre les classes sociales. Moi, ça me fait un peu penser à un narrateur omniscient. Oui, un peu, mais c'est elle qui se promène dans les classes sociales et qui n'en a pas de problème. Elle voit tout, elle sait tout, elle maîtrise les situations. Et donc elle s'amuse à aller voir Falstaff comme ça, puis de jouer avec. Et la deuxième fois, il revient encore. Là, c'est un peu plus méchant, mais bon, voilà. Il faut qu'ils comprennent qu'on fait pas ça à deux femmes. Non, on se moque pas des femmes comme ça, et la vengeance c'était. Tu sais qu'elles sont amies. On fait pas ça. On fait pas ça, encore moins à deux copines. Pas ça. L'acte 3, vous l'avez dit, il est propice à une réflexion, notamment de Falstaff sur le monde, sur sa méchanceté. Il se pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'en plus, c'est intéressant parce que c'est un opéra comique qui fait réfléchir, qui donne lieu à cette fameuse scène. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose de sombre. C'est vrai, cette nouvelle vengeance, elle s'organise autour de la légende du chasseur noir. Exactement. Avec ses déguisements, cette ambiance très sombre, et on veut le faire payer. Oui, on veut le faire payer. Et donc, moi, je disais à Dominique Pitoiset, c'est dur, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, en fait, on veut le faire payer parce que lui, il a osé ce que vous n'avez pas osé. Et en fait, le fait... Est-ce que le public comprend forcément ça? Ça, c'est pas grave. D'accord, ok. Mais nous, c'est important de sentir ça. Et de le jouer comme ça. Voilà. Et en fait, comme c'est terrible, comme il y a un ami commun, la société se réunit, se raccommode, se ressoude autour de cet ami commun. Autour de lui. Et le pire à la fin, c'est que Falstaff le sait. Et il le dit, sans moi, vous n'auriez pas ce plaisir-là. Et en fait, à la fin, c'est ce qui est bien. C'est que tout le monde fait... Oui, quand même. Quand même. Et puis en plus, ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, Ford aussi se fait avoir. Tout à fait. Parce qu'il veut marier sa fille à un vieux médecin. Et donc, sa fille est amoureuse du jeune Fenton, qui est absolument un pétillant. Et donc, voilà, finalement, c'est un opéra féministe. Chaque chose reprend... vous diriez que c'est un opéra carrément... Oui. Souvent, les rôles verdiens, les femmes sont toujours très fortes. Et là-dedans, c'est les femmes qui gagnent. Donc Verdi était infiniment moderne. Ah oui, alors là, oui. Vous êtes convaincue? Oui.
Excellente nouvelle. On peut pas avoir donné des rôles aussi beaux, aussi grands à des femmes. C'est vrai. Ah oui, non, sans avoir ce respect-là. Voilà. Moi, j'aime bien le dernier mot de Falstaff. Tout dans le monde n'est que farce et du prix. Exactement. L'homme est né du prix et ça sera toujours comme ça. C'est intéressant pour Verdi de terminer son dernier opéra sur cette phrase de Falstaff. Est-ce que vous pensez qu'il s'identifiait à ce personnage, qu'il avait des choses à dire, à réconcilier à la fin de sa vie? Cette envie de s'amuser aussi, c'est intéressant quand même. Moi, je pense qu'il l'a eu dans sa vie. Il s'est amusé dans sa vie. Il a vraiment... il a aimé, il a bu, il a fumé. Il y a vraiment... Non, donc, dans des proportions peut-être voilà, exactement, moins importantes. Moins gargantuesques que ce Falstaff-là. Je crois que aussi, il a voulu avoir une réflexion sur la vieillesse, parce que Falstaff aussi est jeune, est-ce qu'on n'en a pas parlé? Mais la notion de la jeunesse et de l'amour est présente aussi avec les deux protagonistes, Fenton et Nanetta. Oui. Et ça, c'était important pour lui, Verdi. De revivre ses premiers émois? Oui, et que l'amour sera toujours là. L'amour continue. C'est un peu un fil rouge, c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, on se demande ce que font ces deux personnages dans l'intrigue. C'est la jeunesse qui continue parce que l'amour sera toujours vainqueur. C'est beau et Verdi, c'était un grand romantique. Moi, j'aime beaucoup cette scénographie aussi alors, elle a l'air d'être inspirée d'Il était une fois l'Amérique. En même temps, on retrouve le balcon de Roméo et Juliette. Moi, je trouve que les personnages, les figurants, il y a un côté tardi dans le dessin, dans le côté, tu sais, dans le Première Guerre mondiale. Je veux dire, les ombres, les jeux de lumière les aussi. Gros nez, tout ça, c'est un peu bédéiste. C'est très charmant. C'est sombre et en même temps, c'est tendre. Oui, il y a un jeu de lumière qui est très intéressant et qui permet en effet de vous mettre en valeur à certains moments, de rendre l'atmosphère plus pesante, malgré ce côté comique. C'est très intéressant parce qu'en effet, la lumière sert le propos. Moi, j'adore aussi les costumes, costumes d'Elena Rifchini, notamment les robes des femmes sur scène. Alors, s'il y en a une qui a voulu mettre en valeur les femmes, c'est elle. Oui. Vous aimez ces décors, vous aimez ces costumes, vous vous plaisez dans cette robe? J'avoue, je vais vous le dire, ce que j'aime le plus dans mon costume, là, c'est le chapeau. C'est vrai. J'adore les grands chapeaux. Et les lourds? Quand c'est beau, c'est jamais lourd. Dans le troisième acte, alors là, j'ai un immense chapeau Tout à fait. avec un oiseau. Ça, là, c'est votre préféré? Moi, c'est ce que j'aime. Ça vous aide à être dans ce personnage? Bon, vous n'en avez pas besoin parce que vous la connaissez par cœur. Oui, mais j'avoue que quand on a la botte lacée, un peu la 19e siècle, moi, je trouve que ça aide toujours. Le port est différent. On se tient différemment. Oui, moi, j'adore ça. J'adore les costumes. Ça, c'est une des parties les plus amusantes de mon votre métier, c'est vrai? C'est le travestissement. Se grimer, devenir une autre? Perruque, changer, être des fois un homme, être laide, être jolie, être vieille. J'adore. Ça vous demande combien de temps de devenir Mrs. Quickly? Ma maquilleuse prend 45 minutes avec le maquillage. Efficace. Oui, mais quand même. Oui. Bon, mais c'est des professionnels. Bah oui, non, mais c'est un travail qui est impressionnant parce qu'il faut vous transformer à chaque fois pour que vous rentriez. Vraiment, ils sont incroyables. L'équipe, alors là, ça, je peux vous le dire, l'équipe de l'Opéra Bastille, ça, il faut le dire, c'est un des plus grands théâtres au monde. Et le maquillage, la coiffure, les costumes, les accessoires, les machinaux, tout. Ces gens qui travaillent dans l'ombre, ils sont incroyables. C'est joli comme message. C'est rare d'entendre. Ils sont hyper professionnels, ils sont dévoués et ils nous mettent dans de bonnes conditions. Exactement. Bon, travailler avec vous, ça doit être particulièrement agréable quand même. Mais des fois, j'ai des éclats, mais c'est... puisque vous êtes une femme éclatante. Est-ce que vous prenez du plaisir sur scène? Parce que dans la salle, c'est l'impression qu'on a. Oui. Là, oui. J'avoue que quand on est au bout de 3-4 semaines de répétition... C'est fatigant? Oui, logique, je perds cette notion de plaisir. Mais là, d'être sur scène, là, je dois avouer, le soir de la première, j'ai eu du plaisir. Et le dernier spectacle, non, là, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir parce qu'il y a un public. Ben là, j'entends les rires. Ah bah, alors là, oui, c'est très vivant. Mes collègues, c'est ça, quand je peux jouer avec mes collègues comme ça, puis qu'il y a des regards qu'on vous aimez bien. Ça me nourrit. Ça me nourrit. Et le chef aussi qui est en fausse, puis on se regarde, puis des fois... On se dit, c'est génial. Il y a une vraie connexion, une vraie symbiose avec les équipes. C'est ça qui est l'opéra. Ce qui est bien, c'est quand tous les protagonistes sont vraiment pour la même mission. Ça devient magique. Nous faire rêver à l'Opéra Bastille, exactement. Dans Falstaff de Verdi, avec Marie-Nicole Lemieux. Merci beaucoup. C'était un immense bonheur de vous avoir. Vous êtes formidable. On continue avec un point sur l'éco. On zoome sur l'immobilier et ses grandes tendances de rentrée. C'est parti.
les mardis, on vous parle d'éco, de conso, d'emploi et bien sûr d'immobilier. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement cette semaine. Olivier Marin, rédacteur en chef Figaro Immo, est avec nous. Comment ça va, Olivier? Très bien, très heureux. On va faire un gros point de rentrée. On va appeler ça comme ça, sur les tendances immobilières en France et puis dans notre région, puisque c'est important pour nous. Comment évoluent les marchés de l'immobilier en cette rentrée? Alors, en cette rentrée, on peut dire qu'il y a à la fois des indicateurs au vert et puis des indicateurs dans le rouge. Alors, au vert, on a tout d'abord des taux d'intérêt qui sont en baisse. Ça, c'est une bonne nouvelle, on les attendait. Depuis plusieurs mois, ça y est, on est à 3,62% en moyenne, toutes durées confondues. On était à 4,20% en décembre dernier. On est monté très très haut. D'ailleurs, dès qu'on a dépassé les 3%, en fait, il y a eu un marché qui était quasiment à l'arrêt. Donc c'était un signe. Et puis là, voilà, maintenant, ça redémarre un petit peu, justement grâce à ces taux d'intérêt qui sont bas. On a des conditions de crédit qui s'améliorent. On a un assouplissement des normes du Haut Comité à la stabilité financière, c'est-à-dire que les banques sont plus prêteuses, elles sont moins dures en fait sur les dossiers. On a le crédit immobilier qui redevient véritablement un produit d'appel, donc il y a une concurrence saine entre les banques, donc qui essayent de capter de nouveaux clients. Tant mieux. Et puis on a des crédits qui donnent des signes de reprise. Alors on voit, là c'est le tableau sur les taux de crédit. Donc on voit cette remontée l'année dernière qui a été véritablement un coup d'arrêt au marché. Et puis voilà. Cette légère baisse. La légère baisse, ça redonne du pouvoir d'achat et ça c'est la bonne nouvelle de la rentrée. Est-ce que les prix, eux, de l'immobilier baissent un petit peu? Alors ça c'est la deuxième bonne nouvelle. C'est quand on fait la synthèse des différents réseaux, en fait, on est dans l'ancien, on est à entre moins 2 et moins 4% en moyenne. Alors évidemment, chaque bien est unique, mais quand même, c'est une tendance. Et puis, on est à moins 7% sur un an à Paris. On le verra tout à l'heure, mais ça, c'est un vrai c'est une vraie bonne nouvelle, oui. Et puis, on a des marges de négociation qui sont en hausse, autour de 5%. Vous pouvez négocier pour votre bien immobilier. Voilà, ça, c'est une moyenne, 5%. Et puis, des enquêtes avec des projets immobiliers qui reprennent. On a envie de maison, on a envie d'appartement, donc les enquêtes le disent. Ça, c'est pour les indicateurs au vert, donc on peut se dire c'est hyper positif. Mais il reste du rouge. Le rouge, manque de logements dans les grandes villes, manque de logements étudiants, manque de location classique en nu ou en meublé, la construction neuve qui s'effondre littéralement, on est à moins 40% de mise en vente, des ventes sur un an dans le collectif, des opérations immobilières qui s'arrêtent, pas de visibilité pour les investisseurs, et puis vente de maisons individuelles au plus bas, et puis la crise du logement tout court, 300 000 personnes sans domicile. Vraie pénurie de logement, nous on en parle souvent dans l'émission. 2,5 millions de personnes en demande d'un logement social, des emplois menacés dans le bâtiment, dans la promotion immobilière et puis chez les artisans, la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', ça va pas si fort que ça. Donc voilà, il faut vraiment considérer, pas se dire, il y a le cycle de l'immobilier qui repart et puis d'un autre côté, il y a la crise du logement. L'immobilier, en fait, c'est un tout, c'est vraiment la chaîne du logement, tout est connecté. On vend, on achète des maisons, des appartements, il y a le parcours résidentiel, il y a le parcours de vie, on a besoin de location, on a besoin de logements sociaux, de soutien à la primo-accession, et puis considérer en fait le logement comme un bien de première nécessité. Voilà, ça c'est les sacrés défis à relever, qui peut-être un futur gouvernement ou le ministre du Logement devra... Un gouvernement qu'on attend toujours. On attend toujours. Le point sur le marché immobilier à Paris maintenant et en Ile-de-France. Alors, à Paris, en Ile-de-France, mis à part ce qu'on appelle les ventes contraintes, les 3D. Vous savez ce que c'est les 3D? Pas du tout. J'allais mentir, pas du tout. D comme déménagement. D'accord. D comme décohabitation ou divorce, en fait, on se sépare. Et puis D comme décès, ça peut être une succession. Ça, c'est ce qu'on appelle les ventes contraintes, en fait, des gens qui sont quand même obligés dans la vie de déménager. Céder leur bien. Ou de céder leur bien. Et ça, c'est, on va dire, le gros de la vente. Par contre, on a un marché francilien parce qu'il y a moins d'investisseurs, parce qu'il n'y a pas de visibilité, en fait, qui est plutôt calme. On est autour de 106 000 ventes sur un an. C'est près de 25% de moins que l'année précédente. Donc, on a des potentiels acquéreurs aussi qui visitent, qui hésitent, qui se posent des questions. Qui essayent de négocier. Les délais sont longs aussi, non, de négociation. Alors, c'est mon amour, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Ça, c'est plutôt bien, non? C'est plutôt bien, mais on prend son temps. On se dit, mais peut-être ça va encore baisser plus. On va prendre notre temps, on ne sait jamais. Donc voilà. Les prix en baisse sur un an, on est à près de moins 7% en Ile-de-France. Donc sur un an, on est à 6 000 € du mètre carré en moyenne. À Paris, on est sous la barre des 10 000 € du mètre carré. On est à 9 500 €. Donc c'est moins 7% là aussi en moyenne
sur une année. Mais Paris reste un marché hyper spécifique, non? Hyper particulier, hyper spécifique, comme vous voulez. On va voir d'attractivité. La carte des prix, bien sûr. Avec plaisir. Ça a beaucoup monté. On va voir ce léger ralentissement de la baisse des prix. Ça, c'est les chiffres en fait des avant-contrats des notaires, parce qu'on dit souvent oui, mais alors c'est pas en temps réel et tout ça, c'est très compliqué. Temps réel, c'est pas forcément fiable. Les notaires, il y a un petit peu de retard, mais au moins ce sont les actes authentiques de vente. Tout à fait. Donc voilà. Carte des prix, on va voir dans les arrondissements, jamais l'écart de prix entre l'arrondissement le plus cher, le 6e. On a la carte pendant que vous nous en parlez. Et le moins cher, le 19e, n'a été aussi élevé. Donc on voit sur cette carte, en fait elle est représentative, Victoire. Quand on parle de fracture dans les territoires, mais là il y a une véritable fracture au sein de Paris. On voit entre deux arrondissements, on passe quasiment du simple au double. C'est impressionnant. Les prix donc, et puis si on va plus loin, si on va dans les quartiers, alors les quartiers les plus chers, Saint-Germain-des-Prés, Invalides, Notre-Dame, Champs-Élysées, on est autour de 16 000 euros par mètre carré en moyenne, c'est absolument énorme. Et si on va à l'opposé, les quartiers, on va dire, les plus abordables, entre guillemets, La Chapelle, La Villette, Charonne, là on est autour de 7 000 euros par mètre carré. Incroyable cet écart. Donc voilà, il y a cet écart et puis j'ai noté quand même les plus fortes baisses de prix des appartements en première couronne. Alors ce que nous disent les notaires, voilà, c'est Rosny-sous-Bois, moins 14% sur un an. Donc voilà. Plus forte baisse de prix des maisons anciennes Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Sur un an, on est à 360 000 euros en moyenne. Et puis en grande couronne, les plus fortes baisses de prix de maisons anciennes, à 2 chiffres sur un an, c'est Ponto-Combo. Je sais que vous avez vécu là-bas pendant 4 ans. C'est Mitry-Mory dans le 77, c'est Houille dans le 78 et c'est Herblay dans le 95 et Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà pour les plus fortes baisses de prix en Ile-de-France. Une petite pépite à Saint-Germain-des-Prés parce que le temps file. Juste un mot, quand même c'est important sur la location. Parce qu'on parle en fait, on parle de maisons, d'appartements, d'acheter. Location, je regardais sur Figaro Immobilier. Bien à la vente à Paris en ce moment, 13 000 annonces. Bien en location à Paris, 3 600. C'est-à-dire 4 fois moins. Beaucoup aussi de propriétaires sont partis sur Airbnb ou d'autres biens, j'ai regardé, se loger, c'est à peu près les mêmes choses. Alors, la pépite, direction, là aussi ça va vous faire plaisir, Saint-Germain-des-Prés. Alors on rentre dans une petite allée, on est dans le 6e arrondissement de Paris, c'est l'allée de Maintenon, on découvre une maison-atelier construite entre 1927 et 1928, conçue par les architectes Auguste et Gustave Perret à l'époque pour un artiste peintre. Et à partir des années 40, cette maison, elle est devenue un lieu de création de qui ? De Jean Dubuffet, pendant 45 ans. Et puis, elle a été rénovée. Oh, c'est magnifique, quelle luminosité. Elle a gardé son cachet, des éléments historiques. Donc il y a une surface habitable, Victoire, de 280 mètres carrés. C'est mon rêve. 3 niveaux, c'est pour vous. Il y a 2 chambres qui donnent sur un patio, salle de bain, et à l'étage, on a 2 autres chambres avec salle de bain, dont une suite parentale qui était l'ancien atelier d'artiste de Jean Dubuffet, un bureau, et puis alors, on a une terrasse paysagée 100 mètres carrés qui donne une pièce de vie supplémentaire sur les toits. On est en plein cœur de Paris. Alors, pour la maudite somme c'est une maison atelier qui est présentée par Varenne sur le marché de l'immobilier de luxe depuis quelques jours au prix de 12 500 000 euros. Je vous le donne en mille, j'ai pas les moyens. On va dire un mot très rapidement de ce numéro Propriété Le Figaro de septembre spécial, le meilleur de notre patrimoine Auvert. Oui, le meilleur de notre patrimoine Auvert que l'on voit ici en couverture, numéro extraordinaire, à la fois évidemment pour acquérir, mais aussi pour tout simplement pour rêver. Ah oui, pour se faire du bien aux yeux. Le patrimoine Auvert, on parle de château, on parle de domaine viticole, mais aussi de jardiniers des conseils, avec aussi des paysagistes, Louis Bennec, Baraton, enfin vous les connaissez, vous les recevez régulièrement ici à Bienvenue en Ile-de-France. C'est un numéro extraordinaire. Et on vous le conseille vivement. Merci beaucoup Olivier Marin, vous êtes formidable comme toujours. Moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À demain.